Dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, vivait Abdoulaye, un jeune homme connu pour sa paresse et ses idées farfelues. Tandis que les autres travaillaient dur dans les champs ou s'activaient au marché, Abdoulaye passait ses journées à boire du thé, à rêver de richesse et de célébrité, sans jamais lever le petit doigt. Il se moquait de ceux qui travaillaient, pensant que ça ne servait à rien. Pourquoi se fatiguer à labourer la terre ou vendre des produits, alors que la fortune peut m'arriver simplement avec de bonnes idées, disait-il souvent en sirotant sa tasse, les yeux rivés sur le ciel. Son plus grand rêve, rencontrer des milliardaires comme Elon Musk et Jeff Bezos, signer des autographes et vivre une vie de luxe sans effort. Il imaginait déjà des jets privés, de belles voitures, de jolies femmes et des montres luxueuses. ¡Wow! Abdoulaye, por favor, ¿me puedes dar tu autógrafo? Soy Messi, por favor. Uau, Abdoulaye, é o Cristiano Ronaldo, CR7. Viu minha comemoração? Quero muito seu autógrafo. Sou seu fã número 1. E na Arábia Saudita, todo mundo te chama de Abdallah, sabia? É demais. Abdoulaye, arrête de rêver et réveille-toi. Depuis tout à l'heure, tu dors en criant « Messi, Ronaldo, allez, debout ! Va au champ cultiver comme tout le monde. Il est temps de te mettre au travail. » Franchement, j'en ai ras-le-bol de ces poteaux lampadaires partout. Comme disait mon grand-père, le guerrier n'a pas fui, il est juste parti se ressourcer. Tu fais de la maçonnerie, tu gagnes 1000 francs par jour. Tu utilises cet argent pour te soigner et tu meurs jeune. Hors de question. Tu vas à l'usine, tu gagnes 1500 de nos pauvres francs par jour. Hors de question. Même les enfants ne te respectent pas. Regarde, je n'arrive même pas à avoir une copine, je quitte ce village. Un matin à l'aube, alors que le soleil commençait à effleurer les cieux, Abdoulaye se leva en rêvant d'aventure. Il se dit que pour devenir quelqu'un de grand, il devait quitter son village. Il entreprit alors un long voyage à travers la forêt, le désert et les montagnes, traversant des zones dangereuses à la recherche de ce qu'il croyait être la clé de son succès. Après plusieurs jours de marche, Abdoulaye arriva dans un village froid et austère, où le soleil se faisait rare et où l'ambiance était morne. Un jour en chemin, il rencontra une vieille dame avec des valises lourdes comme des pierres. Il l'aida à les porter, et la vieille dame, reconnaissante, lui donna 3 valises en lui disant « Jeune homme, tu m'as aidé sans rien attendre en retour. Et pour cela, je vais te récompenser. Je te donne 3 valises, chacune contenant un vœu. 3 vœux au total, pas un de plus. Sois prudent dans tes choix, car chaque vœu a ses conséquences. Adieu. » Curieux et excité, Abdoulaye n'hésita pas. Il ouvrit la première valise et demanda sans réfléchir « Je veux être riche. Donne-moi des montagnes d'or. Les gens me respecteront enfin. Quand je parlerai, tout le monde se taira. Même les bébés arrêteront de pleurer, juste pour m'écouter. Fini les regards méprisants, je serai le roi de la ville, le souverain des trottoirs. Avec ma fortune, même les oiseaux viendront me faire une révérence en piaillant « Merci, patron ». Plus personne ne pourra m'ignorer, pas même ma voisine qui prétend toujours ne pas m'entendre quand je dis bonjour. Et quand je traverserai la rue, même les taxis feront la file pour me laisser passer, comme si j'étais une ambulance en pleine mission. Et tiens, pourquoi pas, je ferai installer un feu rouge qui ne fonctionne que pour les autres. Voilà, la vie de luxe, c'est ça. Instantanément, des pièces d'or commencèrent à pleuvoir sur sa maison, remplissant tout autour de lui. Le lendemain, Abdoulaye décida de rentrer au village avec des lingots d'or et 2 valises pleines de vœux. Mais il se rendit vite compte que cet or ne servait à rien. Les habitants du village avaient tellement d'or qu'ils ne savaient même pas quoi en faire. Ils ne voulaient pas l'échanger contre de la nourriture. Tout cet or et personne pour l'utiliser. Abdoulaye retourna chez lui, frustré. Mais la situation empire quand il découvrit que les enfants du village s'étaient faufilés dans sa maison pour jouer avec ses bijoux.
Ils avaient fait des colliers pour leurs chèvres, des couronnes pour les chiens, et même une ceinture dorée pour un âne. Sérieusement, regardez-moi ces gamins. Pas un gramme d'éducation. Comment on veut développer le pays avec ça? On se tue à travailler, et eux, ils fabriquent des colliers pour chèvres avec de l'or. Quand ils grandiront, leurs têtes seront aussi vides que des sacs de riz après une fête. Et les parents dans tout ça? On dirait qu'ils ont pris des vacances à vie. C'est ça, la nouvelle génération, sans GPS, sans boussole, mais avec des colliers en or. Désespéré, Abdoulaye se dit que de toute façon, l'or n'a aucune valeur dans ce village. Alors il ouvrit la deuxième valise et demanda « Je veux être roi, une couronne gigantesque, un trône doré, et que tout le monde soit à mes pieds. Je veux être un roi légendaire, comme Samori Touré, que les gens me respectent, me craignent, et qu'ils m'applaudissent même quand je dis des trucs totalement inutiles. Et surtout, qu'ils éclatent de rire même quand je balance une blague incompréhensible qui n'a ni queue ni tête. » Abdoulaye, désormais roi, avait décidé d'ajouter un peu de luxe à sa vie de souverain. Après avoir vu ces piscines géantes dans les magazines de mode, il se dit que sa nouvelle résidence devait absolument avoir une piscine royale. Pas une simple baignoire, non. Il voulait une piscine digne de sa grandeur, de sa majesté. King Abdou. Quelques jours après avoir commandé la piscine, Abdoulaye se rendit sur le chantier. En voyant la taille de la piscine en construction, il éclata de rire. C'est quoi ça, cette flaque ridicule? Cette baignoire pour enfants? Je suis Abdoulaye le Magnifique, pas Abdel. Je ne suis pas n'importe qui. Il me faut une piscine digne de ce nom. Pas une simple surface, mais un volume. Vous comprenez? On parle de mètres cubes ici, pas de centimètres carrés. Je veux pouvoir organiser une fête aquatique où mes invités ne seront pas entassés comme des sardines. Les ouvriers, un peu confus par cette explication mathématique, commencèrent à creuser. Mais bien sûr, Abdoulaye ne savait pas ce qu'impliquait vraiment l'augmentation de la taille d'une piscine. Et comme il était plus préoccupé par le design que par la physique, il ajouta une nouvelle exigence. L'eau doit suivre une trajectoire parabolique. Les ouvriers, tout aussi perplexes, décidèrent d'exécuter les ordres à leur manière. Ils creusèrent de plus en plus profondément. L'agrandissement de la piscine devint un projet si ambitieux qu'on commença à dériver de l'orbite de la réalité. Ce n'est pas qu'une question de géométrie, dit Abdoulaye en gesticulant. C'est une question d'équilibre entre les variables. Un raisonnement tout à fait flottant. Mais au fur et à mesure que les travaux progressaient, des calculs de plus en plus bizarres furent nécessaires. L'eau qui allait remplir la piscine devait être dérivée d'un fleuve tout proche, mais à force d'essayer de remplir la piscine, la quantité d'eau devint trop importante et commença à perturber l'écosystème. Le fleuve, qui jusque-là suivait une trajectoire presque linéaire, se mit à dévier de son cours. Un matin, alors qu'Abdoulaye venait inspecter le chantier, il aperçut que l'eau du fleuve commençait à déborder partout. Les ouvriers avaient tellement agrandi la piscine qu'ils avaient littéralement inversé la direction du fleuve, et l'eau se retrouvait à envahir la ville. La géométrie n'était plus une simple question de surface, mais de dimension chaotique. L'eau devenait une variable imprévisible, une équation sans solution, comme si le projet avait franchi un niveau d'absurde totalement inédit. « Impossible !» s'exclama Abdoulaye, le cerveau en ébullition. « Je suis perdu dans un labyrinthe d'équations sans fin. Où est la sortie ?» Mais avant qu'il ne puisse trouver un fil conducteur, une vague immense engloutit le palais, emportant avec elle tous leurs calculs. Le peuple désespéré répétait « Nos équations ne nous sauvent pas ». Dans le chaos, les animaux commençaient à fuir. Des chèvres, des vaches et même les poissons dans les rivières se retrouvaient hors de leur élément. Les pêcheurs désemparés se lamentaient. « On ne trouve plus de poissons. Cette eau n'a plus aucune constante. Elle a complètement dérouté la faune. » Abdoulaye, dans un dernier espoir, tenta de résoudre le problème avec la logique scientifique. « Ok, si je réorganise l'ordre des variables et que j'augmente la constante de la capacité de drainage, peut-être que... » Mais avant même qu'il n'ait terminé, un troupeau de chèvres,
apparemment plus intelligente que lui en matière de gestion de l'eau, se précipita dans la piscine géante, rompant encore davantage l'équilibre hydraulique de la situation. Je voulais la plus grande piscine jamais construite, un chef-d'œuvre aquatique, une mer privée. Mais les résultats sont vraiment désastreux. J'ai été égoïste, ça suffit. Il y en a marre d'être roi. Finalement, être roi, c'est pire que d'être pauvre. Je veux un troisième souhait. Abdoulaye décida d'ouvrir la troisième et dernière valise. Avec un mélange de curiosité et de scepticisme, il l'ouvrit. Je fais le vœu de cultiver la sagesse, la persévérance et l'amour du travail. Mon souhait le plus sincère est de partager ces valeurs avec mon village afin que tous ensemble, nous puissions surmonter la pauvreté, créer des opportunités et bâtir un avenir prospère pour notre communauté. Le génie sourit et d'un claquement de doigts transforma Abdoulaye. Il se retrouva dans les champs avec une houe à la main. Les anciens lui montrèrent comment cultiver le mil, les femmes lui apprirent à moudre les grains et les pêcheurs lui enseignèrent à lancer un filet. Abdoulaye, maintenant humble et respecté, travailla sans relâche. Il aidait ses voisins, réparait les maisons et partageait ses connaissances. Les années passèrent et peu à peu, les habitants du village commencèrent à comprendre l'importance de travailler ensemble. Ils créèrent des recherches sur l'agriculture, la justice, la sécurité et bien d'autres domaines essentiels. Les résultats de leurs recherches furent mis en pratique et le village commença à se transformer. Ils construisirent leurs propres infrastructures, lancèrent des projets d'agriculture durable et développèrent un système éducatif pour les générations futures. Le village, autrefois isolé et démuni, devint un modèle de développement. Les habitants étaient heureux, fiers de leur travail commun et de ce qu'ils avaient accompli. Abdoulaye, devenu un leader respecté, souriait en voyant comment son village prospérait grâce à l'unité et à l'effort collectif. Ce développement spectaculaire a métamorphosé le paysage du pays. L'agriculture, autrefois enracinée dans des pratiques traditionnelles, s'est modernisée grâce à la mécanisation, augmentant les rendements et assurant une sécurité alimentaire durable. Les routes poussiéreuses d'hier sont devenues des autoroutes modernes, connectant efficacement les régions et facilitant les échanges. Les infrastructures, quant à elles, ont atteint des sommets, satellites de télécommunications, trains à grande vitesse, ports internationaux, aéroports modernes. Le pays est désormais solidement intégré dans le réseau global. La démocratie s'est enracinée, offrant à chacun une voix dans une gouvernance équitable et transparente. Les prisons, autrefois surchargées, sont aujourd'hui presque vides, symbole d'une justice réformée et d'une société pacifiée. Le rayonnement culturel du pays inspire désormais le monde, marquant un équilibre harmonieux entre patrimoine et innovation. Mais l'une des transformations les plus marquantes reste le retour massif des émigrés. Jadis partis chercher fortune ailleurs, ils reviennent aujourd'hui attirés par les opportunités et l'élan collectif de reconstruction. Ces retours ne sont pas seulement économiques, ils incarnent un acte d'espoir, enrichissant la nation de leurs compétences, de leur savoir-faire et de leur détermination à bâtir un avenir meilleur sur leur terre natale. Comme le disait Cheikh Anta Diop, « Armés de science jusqu'aux dents, nous serons une nation invincible ». Ce progrès spectaculaire s'appuie sur un investissement massif dans l'éducation, la recherche et l'innovation, qui sont devenus les piliers d'une souveraineté véritable. Leçon de l'histoire, la richesse et le pouvoir ne valent rien sans sagesse, travail et solidarité. Comme le dit un ancien proverbe, « Posséder de l'or est un atout, mais savoir l'exploiter est une vraie richesse ». En restant chez soi, en s'unissant et en développant son propre pays, on peut construire un avenir radieux. Ensemble, nous avons prouvé que tout est possible.